Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Alors je vais vous parler. Alors on m'a dit que le titre que j'avais emprunté était un peu énigmatique. C'était peut-être la raison pour laquelle vous étiez là. En tout cas, je vais vous parler des questions de lien entre la dimension expérientielle et apprenante autour de situations de travail dans les parcours d'accompagnement des créateurs et d'autre part les actions de formation en situation de travail, les AFEST qui ont été créées, comme vous le savez, je pense pour pas mal, ou la plupart, la totalité d'entre vous, par la loi de 2018, Choisir son avenir professionnel. Alors, ce dont je vais vous parler est issu en fait d'une enquête que j'ai réalisée dans le cadre, en 2021, dans le cadre d'un groupe de travail qui a été lancé par la DGEFP, qui est piloté par la DGEFP, qui s'appelle CréaFest, qui est un groupe qui regroupe un certain nombre de réseaux d'accompagnement à la création et qui précisément s'est donné pour objet de réfléchir à ces liens qui pouvaient s'établir entre la FEST et la dimension expérientielle et particulièrement apprenante des parcours des créateurs. Le groupe s'est constitué à partir des constats suivants. Je vais aller très vite parce que c'est le b.a.-ba pour tous autant que vous êtes. L'idée sur laquelle sont revenus les gens, notamment de France Initiative ce matin, c'est que la plupart des observateurs s'accordent sur le fait que la mise en œuvre d'un accompagnement est très bénéfique aux porteurs de projets et à la pérennité des structures. L'autre chose sur laquelle s'accordent aussi un certain nombre d'accompagnants, c'est que les parcours de création sont particulièrement apprenants lorsqu'ils mobilisent des mises en situation et lorsqu'ils exploitent ces mises en situation, parce que ce sont des choses qui sont très fécondes en termes de développement des compétences. Alors pour autant, et c'était un peu l'étonnement sur lequel ont démarré les travaux du groupe, les réseaux, même ceux qui s'y intéressent particulièrement à cette dimension expérientielle des parcours de création, ils n'ont pas misé véritablement pour développer leurs fonctions formatives et pour développer notamment l'accès aux certifications que certains d'entre eux ont créées. Ils n'ont pas misé pour autant sur la dimension expérientielle de la formation, c'est-à-dire que les accès opèrent toujours par des formations relativement classiques, en salle, etc. D'où effectivement la constitution de ce groupe CréaFest à la DGEFP par la sous-direction des parcours d'accès à l'emploi et plus particulièrement quelqu'un qui s'appelle Laurent Duclos, qui a aussi au passage été l'un des créateurs des AFEST. D'où la constitution de ce groupe pour réfléchir un peu collectivement à la façon dont peut-être ce serait intéressant de mieux valoriser la dimension expérientielle des pratiques d'accompagnement et peut-être, pourquoi pas, de faire un lien entre les AFEST qui exploitent, comme vous le savez, la portée apprenante des situations de travail et puis ces pratiques d'accompagnement destinées aux créateurs. Alors, bon, je vais aller vite parce que je pense que vous connaissez, mais enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté quand même sur ce qu'est une AFEST, parce que sinon, ce serait préjudiciable à votre capacité à suivre la suite. L'AFEST, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2018 au plan légal et qui est donc introduit dans le Code du travail, puisque maintenant le Code du travail prévoit que les actions de formation peuvent se réaliser en situation de travail, ce qui n'était évidemment pas le cas précédemment. Et pour aller vite, la mise en place d'une AFEST, c'est assez simple en fait, hein. Ça requiert 4 composantes. La première composante, c'est une analyse de l'activité de travail, parce que l'idée c'est que toute situation de travail n'est pas nécessairement apprenante et que possiblement, et puis il peut falloir qu'elle soit aménagée à des fins pédagogiques. Donc il faut repérer une situation susceptible de donner lieu à des apprentissages. Ensuite, il faut pouvoir désigner un formateur qui va exercer en fait des fonctions de tuteur pour accompagner la personne en situation de travail. Et puis, troisième chose, et qui est la chose essentielle qui caractérise et singularise la FEST, c'est qu'il faut pouvoir mettre en place des phases qui sont dites des phases réflexives, qui se tiennent autour de la situation de travail, et cette phase réflexive qui est distincte du moment de l'activité, en tout cas de l'activité de travail à proprement parler. Cette phase réflexive, elle vise à revenir sur ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi ça a produit tels effets, et donc elle vise à consolider véritablement les apprentissages. C'est là que se joue la capacité de compréhension et de progression de la personne, et c'est là que la FEST devient véritablement formative, puisque c'est là que s'explicitent les apprentissages. Et puis ensuite, évidemment, mais ça c'est classique à toute action de formation, il y a des évaluations sur les acquis
de la séquence, bien entendu. Donc, le stagiaire est formé en situation de travail dans une activité de travail réelle, mais qui est aménagée à des fins pédagogiques. Il y a des phases de travail et il y a des phases réflexives. Donc il y a un certain formalisme qui est assez simple, mais qui est nécessaire pour que l'action de formation puisse être qualifiée d'AFEST. Alors au passage, je précise, parce que c'est quelque chose, c'est une image qui peut venir quand on parle des AFEST, on n'est pas dans le même format que dans l'alternance. Alors on n'est pas dans le même format que les apprentissages sur le tas, parce qu'il y a bien des choses qui sont cadrées, et deux, on n'est pas non plus dans le formalisme habituel de l'alternance, où dans l'alternance, on apprend des choses en salle et on les met en application. Là, on rompt précisément avec cette vision applicative de l'action de formation, et le matériau vraiment de l'action de formation, c'est la situation de travail à part entière. Et donc, on ne met pas en œuvre après coup des choses qu'on a apprises en amont. Alors, pour traiter cette question du lien pertinent, possible, potentiel entre AFEST et accompagnement des créateurs, il fallait évidemment vérifier la pertinence auprès des principaux intéressés, que sont les praticiens de l'accompagnement. Et donc, pour entamer les travaux du groupe CréaFest auquel je participe, j'ai conduit une petite enquête exploratoire auprès de quelques réseaux d'accompagnement, quelques grands réseaux qui s'intéressent beaucoup et spécifiquement à la question de l'expérience. Et donc j'ai conduit des entretiens auprès de directions générales alors de l'Union des couveuses, du réseau des PGE, de l'Association nationale des groupements d'employeurs, et puis de Coopérer pour entreprendre qui regroupe des CAE. Et puis ensuite j'ai complété ça avec quelques entretiens auprès de responsables de structures d'accompagnement, sachant que je mobilise aussi, pour que vous ayez le panorama global de la base de ce que je vais vous raconter, je mobilise aussi des travaux d'enquête que j'avais réalisés sur la mise en œuvre du dispositif NACRE lorsqu'il était piloté au niveau national. Et là, j'avais évidemment, avec le cabinet Amios, interrogé à la fois les accompagnants et puis les accompagnés. Et donc, la première question de l'enquête, c'était de vérifier, est-ce que, de votre point de vue, la référence au cadre de la FEST est compréhensif de vos propres pratiques d'accompagnement, de ce que vous faites d'ores et déjà, ou de ce que vous essayez de faire, et des ressorts qui vous semblent les plus féconds pour les créateurs dans ce que vous faites. Parce que si ça n'est compréhensif que de ce qu'on réussit le moins bien à faire, évidemment, ce n'est pas intéressant de s'intéresser au potentiel de cette relation. La question était donc la suivante, et finalement ce que montre l'enquête, c'est que effectivement il y a des processus d'accompagnement des créateurs qui s'approchent très très fortement de ce qui peut être mis en place dans le cadre d'une AFEST. Alors évidemment, lorsqu'une activité démarre pour le créateur, même si l'activité est modeste, c'est-à-dire que par exemple dans les réseaux qui mettent en place le CAP, on va avoir une activité, puisque j'ai rencontré les couveuses notamment et les CAE, on va avoir une activité qui démarre de façon à petits pas, je dirais, de façon sécurisée, mais d'emblée, on va avoir des situations de travail réelles de créateurs et de chefs d'entreprise en devenir qui vont se présenter et qui pourront donner lieu à un travail sur comment s'est passée la situation et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Alors, la première, donc ensuite j'ai interrogé les réseaux sur les situations précises, particulières de travail qui, de leur point de vue, étaient intéressantes à regarder et peut-être à aménager comme situation de travail apprenante et donnant lieu peut-être à une AFEST. Et alors la première situation qui est apparue, évidemment, il en a pas mal été question dans des tables rondes aussi hier, c'est cette situation qui est tellement importante, mais en même temps tellement délicate, qu'est la situation qui incarne la dimension commerciale à proprement parler du travail de chef d'entreprise, qu'est l'entretien commercial. Et donc j'ai interrogé les réseaux sur ce qu'ils faisaient autour de l'entretien commercial et comment ils s'arrangeaient de tout cela. Alors elle est difficile cette situation parce qu'elle est cruciale évidemment pour développer l'activité, mais en même temps elle peut difficilement être tutorée parce que c'est difficile, voire inenvisageable d'introduire un tiers qui vienne regarder la façon dont se passe la relation avec le client. Qu'en plus elle est tellement troublante que les créateurs des fois peinent à en restituer le déroulement parce qu'ils en sortent parfois traumatisés ou suffisamment troublés pour ne pas réussir à dire la façon dont ça s'est passé. Et donc évidemment, pour produire autour de ça une séquence réflexive, c'est totalement rédhibitoire. Et donc les réseaux
ont développé des manières de faire, des astuces pour entourer la situation de l'entretien commercial en amont et en aval de moments qui s'apparentent à ce que la FEST appelle des séquences réflexives, qui ont deux types d'orientation. C'est-à-dire qu'en amont, l'idée évidemment c'est de préparer l'entretien commercial, mais du coup de permettre aux créateurs de porter d'ores et déjà ou de se préparer à porter une attention à des aspects particuliers de la situation qui va se dérouler. Et puis en aval, évidemment, de revenir sur ce qu'il a fait, de le faire décrire ce qu'il a fait véritablement pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui est en accord avec a priori ce qu'on est susceptible d'attendre d'un entretien commercial, etc. C'est très important ce point-là, je voulais l'aborder parce que vous savez quand on parle de réflexivité, on pense spontanément toujours à des choses après coup. On se dit un peu, c'est un retour d'expérience qui est nécessaire sur ce qui s'est passé. Mais la FEST, qui est une conception qui vient aussi d'un certain nombre de travaux académiques, notamment des didacticiens, Patrick Mayen, des gens comme ça, qui travaillent sur le potentiel formateur des situations de travail, et eux, ils insistent sur le fait que la réflexivité, contrairement à cette idée reçue, elle peut aussi précéder l'action. Voilà. Donc là, il faut apprendre à l'autre à développer une attention, et puis ensuite, on revient sur ce qui a été fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que là, autour de cet entretien commercial, eh bien, peut-être que ça peut constituer une situation suffisamment apprenante lorsqu'elle est entourée de phases réflexives telles que je viens de vous les décrire, pour peut-être, pourquoi pas, donner éventuellement lieu à une AFEST qui, je dirais, développerait ou miserait spécifiquement et donc développerait potentiellement encore davantage le potentiel apprenant de cette situation, aussi troublante soit-elle, mais aussi cruciale soit-elle pour le créateur lorsqu'il démarre. Évidemment, ce qui est très important, c'est que les phases réflexives sont le moment clé pour qu'il y ait des apprentissages. Sinon, donc c'est la condition nécessaire à ce qu'une situation puisse donner lieu à une expérience apprenante. Alors, ensuite, alors je ne l'ai pas dit, mais vous m'interrompez quand vous voulez pour poser une question, faire un complément ou quelques commentaires que ce soit. À mesure que l'activité se développe, même si elle est modeste, à mesure que les choses se concrétisent, il y a d'autres situations qui se présentent qui sont susceptibles de donner lieu à une exploitation spéciale et poussée avec l'accompagnateur. Et parmi ces autres situations, celles dont les réseaux m'ont parlé, c'est notamment les situations classiques pour un chef d'entreprise d'analyse de la situation, de prise de décision. Alors là, les choses sont un peu différentes parce qu'on n'est pas en direct avec un client. On est dans son bureau, pour ainsi dire, et donc les choses sont plus simples pour les accompagner puisque l'accompagnateur peut intervenir dans le cœur même de la situation et être simplement présent au moment de la réflexion de la personne pour l'aider à réfléchir. Non pas l'aider à prendre la bonne décision, parce que c'est pas ça l'enjeu, mais bien l'aider à réfléchir à la façon dont on peut essayer de prendre une décision. Alors les décisions, c'est évident, faut-il que je me diversifie, parfois il arrive assez précocement, est-ce que je peux ou non recruter, ou est-ce que c'est trop périlleux, etc. Bon. Alors là, la parenthèse, comme disent les didacticiens, pour parler de séquences réflexives, ils disent aussi des parenthèses intellectives, pour signifier que là, il s'agit de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. La parenthèse intellective, elle intervient pendant l'action. Pour autant, ça c'est très important, elle se superpose à l'action du créateur, pour ainsi dire, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va non pas conseiller le chef d'entreprise, le créateur, à ce qu'il est susceptible, sur ce qu'il est susceptible de décider. En revanche, on va brièvement le faire sortir d'une certaine manière, interrompre sa propre activité de réflexion, le faire entrer dans un autre régime de réflexion pour réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de faire et est-ce qu'effectivement la façon dont je suis en train de procéder est ajustée à ce que je cherche à sortir de cette situation de travail qui est la mienne, à savoir m'arrêter sur une décision et m'y tenir et considérer que, autant que faire se peut, j'ai pris la décision qui me paraissait la meilleure dans la situation dans laquelle je suis. D'une certaine manière, les parrains, par exemple, que j'avais rencontrés de France Initiative, avaient des formules très intéressantes pour qualifier
c'est cette façon d'intervenir qui, je pense, est un peu la leur aussi auprès des chefs d'entreprise. Il disait, moi je ne suis jamais là pour conseiller, et donc je ne vais certainement pas lui donner un conseil sur la bonne décision à prendre. Par contre, je le titille. Et donc je lui signale, je lui dis, s'il dit blanc, je dis toujours un peu noir. Je l'oblige à étendre l'horizon de sa réflexion. Je l'ennuie un peu, mais au moment où il s'agit de décider, je me retire, et là, le créateur re-rentre dans son activité de prise de décision, et c'est évidemment à lui de décider les choses. Donc on est vraiment dans quelque chose de distinct de l'activité de travail, mais qui la jouxte, parfois de façon très proche, en amont ou en aval, ou pendant la situation de travail. Alors, cette activité, cette activité réflexive, hein, cette séquence intellective, elle produit évidemment ce qu'on appelle couramment un effet miroir. Elle permet au créateur de comprendre la façon dont il a lui-même procédé, qu'est-ce que ça a pu produire, est-ce que c'était raccord avec les fins qu'il s'était données, etc., pour accueillir au bout du compte une meilleure maîtrise de la situation, et donc une meilleure compétence, puisque la compétence c'est quoi si ce n'est une capacité à agir dans une situation telle qu'elle se présentera à un moment donné. Alors, il me semble que cet accompagnement, vous voyez, de situations que j'appelle critiques parce que cruciales, parce que récurrentes, parce que normales, d'une certaine manière, d'un chef d'entreprise, elles sont porteuses d'apprentissages qui sont vraiment des apprentissages situationnels, des apprentissages expérientiels, dans la mesure où elles sont entourées d'un accompagnement qui accompagne du coup, alors on pourrait dire que ça accompagne le projet, ça accompagne la personne, mais ça accompagne la situation elle-même aussi. Donc il y a une attention à développer à la situation. Ça c'est important parce qu'on n'apprend pas, ça se distingue si vous voulez aussi de ce qu'on peut appeler les apprentissages sur le tas, parce qu'un apprentissage sur le tas, ça peut produire le fait qu'on s'en tire bien dans une situation, sauf que si on n'a pas réfléchi à la raison pour laquelle on avait fait ça et à la raison pour laquelle ça avait marché, ben il se peut que dans la situation plus simple, qui ne sera jamais strictement la même, ça ne marche plus parce qu'en fait on a réussi un peu par chance et on n'a pas réfléchi aux raisons pour lesquelles on avait réussi. Voilà, c'est ça la base de la FEST et de ce que peuvent nous dire les didacticiens de l'analyse du travail sur les bénéfices de la situation, de la formation en situation de travail. Alors, l'idée, c'était quand même toujours de ne pas oublier qu'il faut que ça se raccroche aux pratiques actuelles de ce que font les réseaux. Et donc, moi, il me semble qu'à la lumière de ce que m'ont dit les gens que j'avais interrogés, on pourrait se dire que les réseaux développent, ils m'ont beaucoup parlé des processus itératifs entre les situations, les formations en salle, etc. Moi, il me semble que l'image qu'on peut proposer aussi pour qualifier le processus d'accompagnement, c'est un processus, un continuum expérientiel qui est ponctué d'un certain nombre expérientiel, parce que le créateur fait en permanence l'expérience d'un certain nombre de situations nouvelles, qui s'étoffent, qui se développent, qui ne se ressemblent jamais, qui parfois se répètent, heureusement, les situations critiques se répètent, et on gagne progressivement en compétences dans ces situations, mais on est dans un continuum expérientiel par lequel le créateur fait une expérience qui est apprenante, grâce aux activités intellectives que j'évoquais tout à l'heure. Alors là, j'aimerais insister sur cette idée de faire une expérience. C'est quelque chose une expression qui vient d'un philosophe pragmatiste, John Dewey, qui est un philosophe de l'éducation, et qui fait une très belle distinction, je trouve, entre faire une expérience et avoir une expérience. Alors il nous dit avoir une expérience, ben, ça nous arrive continuellement à chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on est confronté à des situations troublantes ou agréables, à des événements face auxquels eh bien, il faut se débrouiller, pour ainsi dire. Là, on a une expérience. Mais faire une expérience, nous dit-il, c'est très différent, c'est avoir une expérience dont on puisse apprendre quelque chose pour la suite. Alors on a fait une expérience. Mais pour faire une expérience, il faut que les conditions s'y prêtent. C'est-à-dire qu'il faut être accompagné pour réfléchir précisément à ce qui a été fait et pour en apprendre quelque chose pour la suite. D'où ensuite, lorsqu'on systématise ce processus, l'idée de créer des phases de réflexivité et des phases intellectives autour et à côté des situations de travail.
En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand effectivement, et c'est le cas, me semble-t-il, dans pas mal de pratiques d'accompagnement, quand l'accompagnement s'approche de cet accompagnement expérientiel et de ce continuum expérientiel, effectivement, il s'approche de l'inspiration des actions de formation en situation de travail qui ponctuent ces pratiques d'accompagnement. Vous voyez bien que du côté, alors je ne réinsiste pas sur les bénéfices, il me semble, dont témoignent les réseaux pour les apprentissages du créateur et le développement des compétences entrepreneuriales. En revanche, je signale au passage qu'il y a une condition du côté des accompagnateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut développer une attention aux situations de travail qu'on estime les situations les plus cruciales et les plus typiques pour les maîtriser d'une certaine manière soi-même, en connaître bien les périmètres, repérer celles qui sont essentielles à ce créateur, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont essentielles à l'autre, et puis développer un outillage autour de ça, en particulier pour travailler au travail réflexif du créateur. Alors, ensuite, la chose que l'on peut... La réflexion que l'on peut poursuivre également, c'est pour caractériser un peu mieux le potentiel apprenant de ces situations, c'est de dire que ces situations de chef d'entreprise, en devenir en tout cas, sont ce que Jacques Girin, qui est un gestionnaire qui est décédé aujourd'hui, et Schmitt également, ont appelé des situations de gestion. Ce sont des situations de travail de chef d'entreprise, mais ce sont aussi ce qu'on peut appeler des situations de gestion. Et alors, une situation de gestion, c'est, alors là je vous donne la définition qu'en donne Girin, c'est une situation, c'est une interaction, pardon, cadrée avec un environnement, un client, un fournisseur, un prospect, qu'il soit un client d'ores et déjà actuel ou un client envisagé, donc une interaction avec un environnement qui doit conduire à un résultat, et ce résultat doit être susceptible d'être évalué. Il me semble que c'est important de pointer ça pour un créateur, parce qu'une situation de travail de chef d'entreprise, c'est pas tout à fait la même chose qu'une situation de travail d'un salarié, par exemple. L'entretien commercial doit aboutir à un résultat qui est de vendre, et le créateur, puisqu'il doit avoir une vision stratégique de son agencement productif, doit pouvoir évaluer la performance de la vente qu'il a effectuée, sinon il y a un moment où il ne va pas s'en tirer. C'est donc tout à fait intéressant de pointer le fait que ces situations sont des situations de gestion, et c'est important, mais c'est important parce que ça suppose un travail pour le créateur de repérer qu'est-ce que c'est mes propres situations de gestion. C'est pas du tout évident de se dire telle situation, en particulier par exemple pour des gens qui soit viennent du milieu salarié, n'y connaissent rien, n'ont jamais créé, n'ont jamais repris, n'ont pas de famille qui l'ont fait, parce que souvent il y a des familiarités qui se sont peut-être installées en amont, et qui n'ont pas nécessairement ce réflexe, parce qu'il n'est pas aussi évident que ça. Et donc le premier travail de l'accompagnement, très certainement, c'est d'aider le créateur à repérer ce que sont ces situations de gestion, c'est-à-dire à repérer ce qui doit faire pour lui l'objet d'une attention et l'objet d'une gestion. Tout ça n'a rien d'évident. Par exemple, une bénéficiaire de NACRE me disait, qui avait été salariée précédemment, me disait qu'elle avait développé une activité d'accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Elle proposait des accompagnements pour ces personnes-là. Comme professionnel métier de la chose, lorsqu'un médecin lui prescrivait un accompagnement un peu difficile, elle était partante, ça l'intéressait, et elle pouvait s'engager potentiellement un peu au-delà de ce que raisonnablement son modèle d'affaires lui permettrait normalement de faire. Et son accompagnateur lui avait signalé, attention, là, souviens-toi, tu ne peux plus faire les choses comme lorsque tu étais salarié, c'est-à-dire que si tu engages cet accompagnement, je ne te dis pas de ne pas le faire, mais pense peut-être à compenser ça avec des accompagnements qui seront moins chronophages, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas spontané. Et donc l'accompagnateur, là, lui disait, souviens-toi, tes situations de travail, ce sont des situations de gestion. Après, tu n'es pas obligé de les gérer une par une, tu peux les penser, et tu dois les penser en articulation avec les autres, mais il faut que tu aies une attention nouvelle à développer autour de cette préoccupation. Bon, voilà, tout ça est relativement évident, mais ça me semble important. Alors,
dans ces conditions, il apprend, le créateur, à identifier ces situations de gestion, il apprend à les articuler, et ce qui est tout à fait intéressant dans cette expérience qui se développe progressivement, c'est que dans le même mouvement, et c'est ça qui me semble, alors c'est le point pour moi le plus important peut-être dans les liens qui peuvent s'établir entre AFEST et accompagnement des créateurs, c'est que dans le même mouvement, le créateur développe ses compétences et le créateur construit progressivement son projet, c'est-à-dire détermine ces situations de gestion, les articule et les agence les unes après les autres, développe ses compétences en situation, et donc les compétences qu'il acquiert, les capacités qu'il acquiert sont en lien direct avec l'objet sur lesquels elles sont censées agir, à savoir la situation de gestion. Alors pour vous donner une image de ce pourquoi cette dimension-là est intéressante, c'est que c'est une image qui vient de John Dewey qui parlait d'un tennisman, par exemple. Il dit, bon, un sportif, il peut se former de différentes manières. Il peut faire des exercices en salle et faire, disait Dewey, de la gonflette. C'est-à-dire qu'il va former son corps, mais une fois qu'il va se retrouver sur le terrain de tennis, il peut se retrouver potentiellement, et il est fort probable que s'il n'a fait que ça, il sera évidemment totalement désarmé parce qu'il ne va pas savoir faire face à tout ce qui va se passer en situation de travail. Et donc vous voyez que là, il a entraîné ses capacités indépendamment de la situation dans laquelle elles sont censées être mises en œuvre. La FEST et ce que font les accompagnateurs, me semble-t-il, des créateurs lorsqu'ils misent sur l'expérientiel et sur les apprentissages en situation, précisément, sont à rebours de ça. C'est-à-dire qu'ils développent dans un même mouvement les compétences et l'identification de la situation sur lesquelles ces compétences doivent pouvoir être effectives et efficaces. Alors, lorsque... je regarde l'heure parce que je ne sais pas trop du coup, excusez-moi. Ouais, mais on est censé s'arrêter maintenant, mais je pense qu'on va nous laisser un peu de temps. Ce qui me semble intéressant donc de pointer là, c'est que vous voyez qu'on est sur un objet un peu intermédiaire, l'expérience, entre le créateur et son projet. J'ai beaucoup entendu hier, est-ce qu'il faut accompagner la personne? Est-ce qu'il faut accompagner le projet? Il me semble que là, la proposition, c'est d'accompagner l'expérience de la personne. Et quand on accompagne l'expérience, eh bien, on accompagne de facto ensemble le développement des compétences, et donc la personne, et le projet de la personne, parce qu'au fur et à mesure que l'expérience s'étoffe, le projet se forme. Voilà, ça me semble être quelque chose qui est tout à fait important. Alors, ensuite, pourquoi parler de tout ça ? Outre le fait que c'est une façon, je pense, intéressante de développer les compétences des créateurs, est-ce que ça ne pourrait pas aussi, puisque c'était aussi l'un des enjeux des réflexions du groupe CréaFest, permettre d'envisager des améliorations dans les modalités d'accompagnement des créateurs et quel type d'amélioration on pourrait envisager. Alors de ce côté-là, il me semble que l'un des bénéfices qu'on peut penser à la mise en œuvre de ces AFEST, éventuellement dans le cadre d'un accompagnement à la création, c'est que peut-être le service d'accompagnement gagnerait en intégration. Ce que j'ai appelé voilà, serait plus intégré. J'ai utilisé ce terme parce que j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disent oui, les accompagnateurs c'est des moutons à 5 pattes, ils sont formateurs, ils sont accompagnateurs, ils sont conseils, ils sont coachs. Et puis finalement on fait tout en même temps, mais quand on cherche à se définir, et je l'ai bien vu dans mes entretiens, quelle est la dimension qu'on retient, on est parfois bien en peine pour en retenir une, parce qu'il y en a plusieurs qui sont nécessaires, mais du coup on est écartelé entre des métiers différents, donc des pratiques différentes, donc peut-être aussi des cibles d'intervention différentes, et il me semble que tout ça est à la fois nécessaire et compliqué. Et donc l'idée c'est que peut-être cette orientation-là pour décrire l'accompagnement et peut-être pour développer des outils complémentaires en termes d'accompagnement des créateurs remettrait un peu d'unité à ces figures tellement éclatées de ceux qui interviennent auprès des créateurs. Alors, pourquoi ça remettrait un peu d'unité? Eh bien, d'abord pour la raison évidente que du coup, l'accompagnement devient formatif. Donc la frontière entre accompagnement et formation se brouille, puisque c'est par l'accompagnement expérientiel
qu'on mène une formation en situation de travail. Donc on cumule les deux figures de formateur et de accompagnateur. Et puis, peut-être de façon plus décisive encore, le service, vous voyez bien que l'on apporte là d'accompagnement, formation au plus près des situations. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais il s'accroche, il s'arrime continuellement à l'expérience de la personne. Et l'expérience de la personne, c'est quoi? C'est ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire repérer continuellement ces situations de gestion, les articuler de mieux en mieux les unes avec les autres. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que ce travail est fait sur les situations de gestion et qu'il en acquiert une maîtrise? Eh bien, ni plus ni moins, il forme progressivement son entreprise, son agencement productif, il intègre toutes les composantes de son entreprise en un tout de plus en plus cohérent. Et donc, le fait d'accompagner un processus qui s'intègre lui-même de plus en plus invite de son côté l'accompagnateur à faire un effort d'intégration de ses propres interventions pour qu'elles soient véritablement le plus ajustées continuellement à l'évolution de cette chose qui s'intègre et qui doit devenir, autant que possible et dès que possible, un agencement productif producteur d'une performance économique. Donc il y a une forme de réciprocité, si vous voulez, à laquelle est invité l'accompagnateur ici, me semble-t-il, entre son propre effort d'intégration de son service, entre les différentes dimensions qui le caractérisent, formation, accompagnement, expérience, etc. Et puis l'effort d'intégration que le créateur, lui, doit faire pour son propre compte pour construire son entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous voyez bien que, il me semble que le lien entre les AFEST et les pratiques d'accompagnement me semble fécond, évidemment, lorsque des situations de travail se présentent, qui soient des situations de travail réelles. Au passage, pour autant, on peut aussi, et les réseaux le font, créer des situations artificielles, de jeux de rôle, etc., qui peuvent constituer des situations de travail autour desquelles on peut aussi créer des processus réflexifs qui peuvent fonctionner tout aussi bien et produire des apprentissages. Mais on est plutôt là, a priori, on va dire, au milieu du parcours, c'est-à-dire quand une activité a commencé un temps soit peu à se développer. Alors, la dernière question sur laquelle on a travaillé dans le cadre de l'enquête, sur laquelle j'ai interrogé les réseaux, c'est OK, à partir du moment où une activité démarre, ça semble pertinent, et avant. Lorsqu'on est au début du parcours, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir là aussi des apprentissages expérientiels, des situations à exploiter, comment on peut essayer de réfléchir cette question. Alors là, on est beaucoup plus tâtonnant, il y en a qui nous disent non, vous voyez bien qu'on procède tout à fait différemment ici, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les processus d'accompagnement, très souvent, je ne saurais pas dire si c'est la majorité des cas ou pas, mais ils s'entament par des moments de formation assez classiques, qui n'ont rien d'une AFEST, qui sont des formations en salle, et puis ensuite, les choses démarrent. Pour autant, il me semble qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être pensées en amont, parce que, effectivement, vous voyez que là, l'idée c'est d'accompagner l'expérience d'un créateur. Et un créateur, une expérience de création, ça démarre, me semble-t-il, petitement. Ça démarre de façon émergente, embryonnaire. Mais enfin, dès que le créateur se dit « allez, j'essaye, j'y vais », son expérience démarre. Il va se confronter à un environnement qu'il lui faut découvrir, qu'il lui faut repérer, à des ressources qu'il va devoir incorporer dans son modèle productif. La découverte d'un environnement et d'une ressource, ça nécessite souvent une enquête. Et pourquoi ne faudrait-il pas aussi accompagner cette enquête? Pourquoi ne faudrait-il pas accompagner les contacts qu'il a pu avoir avec ce qu'il peut s'imaginer comme devenant un jour un client ou un fournisseur, etc. Pourquoi, au motif qu'on est en amont du démarrage de l'activité, il ne faudrait pas porter une considération forte à ces situations que de facto il rencontre, et qui probablement, je pense assurément, gagnerait à être accompagné pour que d'ores et déjà ce soit des supports de développement de compétences d'un chef d'entreprise en devenir, même si à ce stade-là, il en est encore très très loin. Oui.
En plus, cette notion de amont-aval est très... souvent les réseaux eux-mêmes nomment amont-aval des moments de leur processus à eux. Il y a ce moment aussi de l'enregistrement de l'activité juridique qui n'est pas forcément celle du premier chiffre d'affaires, c'est celle du premier client qui ne permet pas l'envie. Enfin, on est dans un truc qui est très continu en fait, entre l'avant et l'après. Donc effectivement, je rejoins cette idée que c'est un processus très graduel et continu qui démarre très tôt en fait, et qui peut s'accompagner de ce point de vue-là. Alors c'est effectivement, d'une certaine manière, cette proposition, elle revient un peu à questionner très fortement, on va dire les choses comme ça, les catégories ante, post-création, amont-aval, qui à mon avis, oui, sont un peu pénalisantes parce qu'en fait elles décrivent mal ce que font vraiment les praticiens de l'accompagnement. Mais une fois qu'on a utilisé des catégories pour décrire ce qu'on faisait, je trouve ça handicapant qu'elles correspondent mal à ce qu'on fait réellement, à ce qui nous semble le plus fécond pour aider les personnes. Donc là, effectivement, moi, il me semble que les choses, dans la réalité, sont beaucoup plus continues, d'où, effectivement, l'expression de continuum expérientiel, parce que je pense aussi que, contrairement à ce qui est revendiqué, ce que vous accompagnez collectivement, me semble-t-il, beaucoup, c'est l'expérience. Voilà. Et ce sont, en fait, des situations dont il faut faire quelque chose. Et alors en amont, vous voyez, moi-même je suis prisonnière des catégories que j'interroge, mais dès le démarrage, il y a plein de choses qui se passent. C'est-à-dire que comment on construit une situation de gestion, par exemple, ça ne va pas se construire soudainement. Ça va être embryonnaire, ça va être d'abord discret. Il va falloir comprendre ce qu'on y met et ce qu'on n'y met pas. Quel périmètre on donne à notre situation, parce que l'enjeu c'est de ne pas tout mettre dedans, sinon c'est ingérable. Faut conclure. Et donc il me semble voilà, que d'une certaine manière cet accompagnement expérientiel qui pourrait s'approcher des modalités de la FEST me semble à la fois compréhensif de ce qui se fait effectivement par les réseaux, et puis peut-être pour conclure, ça me semble surtout compréhensif de ce que les créateurs eux-mêmes font. Alors je ne vais pas revenir sur les approches et les théories de l'effectuation dont j'ai entendu parler dans plusieurs ateliers et qui, je pense, sont peut-être progressivement un fond commun du côté des praticiens pour qualifier la façon dont les personnes effectivement créent à petits pas en réalité. Là, la proposition de lecture que je viens de vous faire, et puis potentiellement inspirante de pratiques un peu plus outillées autour du travail réflexif sur les situations de travail, cette lecture-là, elle est précisément très congruente à ce que peut nous dire l'approche effectuelle, comme vous l'appelez, et qui, je pense, concerne... si ce n'est la grande majorité des créateurs, une très très grande part des créateurs qui auraient donc, je pense, tout bénéfice à être accompagnés au plus près des situations de travail qu'ils rencontrent pour en faire des situations apprenantes. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci à vous. Mais même s'il faut conclure, on a peut-être quand même 5 minutes si vous avez des observations ou des questions. Quel point vous mettez dans le côté continuum et puis cette idée de faire expérience et avoir une expérience sur un côté embryonnaire au démarrage qui est à la fois complexe des deux côtés pour pouvoir générer cette situation de l'apprentissage? Où est-ce que vous pouvez positionner, comment vous voyez le positionnement d'éléments factices, construits, en dehors du cadre réel de la création d'entreprise pour le porteur, qu'on pourrait lui proposer, qu'on lui propose de temps en temps de manière... sous forme de jeu, sous forme d'exemple, sous forme... Est-ce que là, où est la frontière entre une formation classique, on vous prend certains cas, vous allez travailler, et la mise en situation et le transfert vers le réel pour l'entrepreneur? Où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'il y a une frontière? Et s'il y en a une, où est-ce que alors, si on est dans du jeu de rôle ou dans des situations artificielles, j'espère ne pas dire de bêtises, mais on n'est pas dans de la FEST, parce que la FEST, c'est une situation de travail réelle. Ouais. Elle peut être aménagée pour des fins pédagogiques, si c'est nécessaire, parce qu'elle peut être impraticable comme situation formative, mais c'est une situation de travail. Donc les situations artificielles qui peuvent être mises en place sous forme de jeux de rôle, etc., c'est autre chose. Par contre, par exemple, moi les réseaux m'ont beaucoup parlé de ça précisément pour l'entretien commercial. C'est-à-dire, puisque on ne peut pas y aller,
Un jeu de rôle avec un partenaire bienveillant, prêt à passer un peu de temps à ça, etc., peut quand même plonger la personne dans une sorte de situation quasi réelle qui permettra ensuite de créer une phase réflexive comme si c'était vrai. Enfin, bon, voilà. Donc on peut quand même avoir le bénéfice de la réflexivité sur une situation, mais ce n'est pas une situation de travail tout à fait réelle. Mais c'est porteur d'apprentissage quand même, dès lors que la personne joue le jeu. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de peupler les parcours d'accompagnement de situations fictives autour, autour desquelles seraient créées les AFEST. Non, l'AFEST, c'est du vrai. C'est du vrai. Voilà. Et le cadre opérationnel, en fait, parce que implicitement, je pense qu'on fait tous de l'AFEST sans s'en rendre compte, parce qu'on va débriefer avec un dirigeant comment s'est passée la prospection commerciale, mais est-ce qu'il y a un cas où on se dit, à partir de la semaine prochaine, on fait de la feste et on le matérialise et on dit séance 1, séance 2, ou est-ce que c'est implicite comme notion? Alors non, c'est plutôt pas... Bon, soit on continue à faire comme M. Jourdain, de la feste sans le dire, et pourquoi pas, hein, enfin, je veux dire, si ça devient explicite, effectivement, on rentre dans le cadre légal d'une action de formation, et donc il faut dire, à ce moment-là, cette action-là, cette activité-là de travail va être utilisée à des fins pédagogiques, et il faut que le stagiaire en soit conscient et informé. Le tuteur est là ou bien il entoure la situation et on fait de cette situation une situation apprenante. Ça, sinon on n'est pas dans une formation en situation de travail. Et puis l'autre chose par contre par rapport à ce que vous disiez, c'est que les phases réflexives, ah oui, c'est l'atelier suivant je pense, excusez-nous, on est en retard. Elle se distingue un peu du débriefing. Hein. Je voudrais juste, je finis là-dessus, c'est pas tout à fait que du débriefing, c'est vraiment un travail sur comment vous avez fait et qu'est-ce que ça a produit. Oui, c'est un focus sur la situation. Sur la situation et sur l'action en situation.